que Zola a un style propre? Oui, oui. Alors, j'ai envie de dire, il a un style propre, peut-être pas au tout début, forcément, parce qu'il est jeune, il forge ses moyens. Le style de Zola, c'est alors l'utilisation de la métaphore, ce qu'on pourrait appeler l'hyperbole, c'est-à-dire cette idée d'en appeler toujours, enfin toujours de plus en plus à une sorte de comparaisons qui sont outrées avec une certaine forme d'emphase. Donc, il y a une forme chez lui de tension entre une volonté vraiment exacte de décrire au plus près les réalités techniques, agricoles ou autres, avec des considérations qui sont distillées, c'est-à-dire que vous avez des termes techniques et en même temps, pour laisser respirer un petit peu le lecteur qui n'est pas familier des propos qui sont peut-être un tout petit peu moins jargonnant, mais on va dire que progressivement, au fur et à mesure qu'il avance en âge et en écriture, le style de Zola va devenir de plus en plus enflé, de plus en plus fleuri, et pour finir, alors là on sort des Rougon-Macquart, parce qu'on oublie trop souvent qu'il y a deux autres cycles après les Rougon-Macquart qui sont les trois villes, Lourdes, Rome et Paris, et ensuite le cycle des quatre évangiles inachevés, c'est-à-dire travail, fécondité, justice et vérité. Et j'ai envie de dire que le tout dernier texte de Zola publié, alors de son vivant, ça doit être Fécondité, travail, paraîtra titre posthume. Et là, on est vraiment dans une forme de grandiloquence. C'est-à-dire que la sécheresse tempérée par une certaine forme d'imaginaire et de poétique de la fortune des Rougon ou de la Curée devient une sorte de surréalisme parfois un peu kitsch. Moi, je suis assez sévère sur les derniers Zola, c'est-à-dire ceux que personne ne lit, notamment je pense à Paris, je pense à Fécondité et à Travail, qui sont alors des romans d'utopie avec une dimension visionnaire qui n'est pas toujours très bien digérée. Je pense que le meilleur Zola, c'est celui des conquêtes de Plassans, c'est celui de la Curée, c'est alors, ou même celui, alors pour moi son dernier grand texte, c'est la débâcle, c'est bien une sorte de précision aussi bien technique, une précision dans l'évocation de la psychologie des personnages, mais qui est on va dire, tempéré par un recours aux images et à un imaginaire qui peut être source d'émerveillement, qui fait vraiment œuvre littéraire. Après, je veux dire qu'il passera un petit peu de l'autre côté de la barrière, une sorte de grandes envolées un peu lyriques qui aujourd'hui franchissent assez mal la barrière du ridicule. Alors, est-ce qu'on peut dire que Zola a un style, enfin, écrit décrit de manière picturale? Parce que, par exemple, Au Bonheur des Dames, on a une description du magasin qui est très colorée, très précise, euh, très, très importante. Et on a la même chose dans La Curée, le jardin de l'hôtel particulier de René. On a toute la description des fleurs du jardin, toujours les couleurs. Alors, est-ce que ça vient de sa relation avec Cézanne, le peintre qu'il a connu au collège, Manet, ou est-ce que ça lui vient tout seul? Alors, là aussi, je suis désolé, je vais être un peu long, mais il y a beaucoup de choses à dire. Alors, oui, il y a un roman dont je n'ai pas parlé, qui est un roman assez méconnu de Zola, qui s'appelle L'œuvre, parce que je parlais tout à l'heure de personnages avec des traits pathologiques, mais le peintre de l'œuvre, alors je sais que c'est un entier, mais j'ai oublié son nom, euh, qui se prend d'amour pour la femme qu'il est en train de peindre, mais dont le modèle est son épouse, qu'il délaisse au bénéfice de la création. Bon, c'est une variation autour de Pygmalion. Ce peintre raté qui finit par se suicider, désolé, je spoil. Alors, dans ce peintre-là, Cézanne, ami d'enfance de Zola, a voulu se reconnaître, ce qui n'était pas totalement intentionnel de la part de Zola, et leur amitié, on doit être en 1884, amitié de 25 ans, s'achève.
donc, il y a effectivement chez Zola toute une picturalité qui est absolument remarquable, qu'on trouve dans la faute de Réveil Mouret avec le Jardin du Paradou, qu'on trouve dans la Serre. Alors, après ça, de manière connexe, il faudrait évoquer chez Zola cette idée de l'énergie. C'est un grand romancier de l'énergie. C'est-à-dire que pour lui, le monde se divise en deux catégories. Il y a ceux qui produisent de l'énergie, c'est-à-dire les artistes, les créateurs, mais aussi les ouvriers, mais aussi les grands chefs d'entreprise, je pense à Travail notamment, et ceux qui consomment de l'énergie, c'est-à-dire que ceux qui viennent ou phagocyter l'énergie des autres, ou ceux qui, en raison de leur situation et de leur statut un peu orthogonal, viennent entraver les projets de ceux qui sont justement gonflés d'énergie. Donc, tout ça pour dire que chez Zola, il y a vraiment cette idée de la production de flux, la production donc de la fameuse énergie dont je parlais, et qui finit par générer un organisme à part entière. C'est-à-dire que si vous prenez la mine de Germinal, si vous prenez Au Bonheur des Dames, si vous prenez même le Paradou, c'est-à-dire que vous avez un monde, un univers qui est configuré selon les principes d'une certaine force, d'une certaine autonomie et d'une certaine suffisance, et donc un monde qui possède son gouvernement propre et qui semble échapper au gouvernement des lois extérieures. Donc dans Bonheur des Dames, vous avez le magasin comme peut l'être, encore une fois, la mine, comme peut l'être même d'une certaine manière la locomotive dans la bête humaine, c'est-à-dire que vous avez alors des structures, non pas des êtres, mais des structures ou des organismes qui possèdent une énergie qui peut s'avérer pour le coup dévoratrice, qui peut effectivement devenir destructrice. Et Zola est fasciné par justement cette capacité justement, à côté un peu thermodynamique, cette capacité justement à pouvoir produire, générer alors du mouvement, de la vie. Là aussi, il faut insister là-dessus, c'est-à-dire que Zola, à la fin des années 70 et entre 82 et 83, c'est l'époque où il rédige La joie de vivre, il a des accès profondément dépressifs, il a des céphalées, des névralgies. En fait, il souffre du fait que sa femme ne puisse avoir d'enfant. Et à partir du moment où, avec sa femme de charge, il va pouvoir enfanter et procréer. Alors, il va devenir justement fasciné devant la vie, la fécondité. C'est vraiment des 4 évangiles. Il y a une fascination pour les enfants, la vie, pas du tout pour le contrôle des naissances et misères. Donc, cette vie qu'on trouve à la fin du Docteur Pascal le fascine, et tout ce qui est, encore une fois, dans un cycle vitaliste et dans une énergie, dans une prodigalité, une production des existants, ça fascine Émile Zola. Donc, le Jardin du Paradou, c'est un jardin qui finit par avoir une telle force que Albin se suicide en s'asphyxiant avec les odeurs de fleurs. Donc, Zola, je conclurai ainsi, apprécie particulièrement générer des forces dotées d'influx vitaux qui viennent faire pièce aux entités traditionnellement connues, et il y a une fascination pour ces organismes vivants. Et c'est aussi avec une certaine jubilation qu'il décrit leur destruction, c'est-à-dire l'effondrement du Voreux, mais aussi la destruction de la Lison à la fin de la bête humaine, qui meurt dans une scène apocalyptique, comme si c'était la mise à mort d'un animal mythologique. Il y a une sorte de fascination sidérée, une sorte d'effroi fasciné devant les puissances d'énergie qui sont livrées à leur libre cours et incontrôlables par l'être humain. Donc, vous venez de nous parler des 4 évangiles de Zola, et aussi de la trilogie ou du triptyque qui s'appelle Les 3 villes. Que pensez-vous de l'importance que Zola porte à la ville en général? Quelle importance porte Zola à la ville?
sachant que Paris apparaît dans beaucoup des Rougon-Macquart, en plus de la trilogie Les Trois Villes, le ventre de Paris, Au bonheur des dames, La curée, L'argent, etc. Alors, il y a une fascination pour la ville, alors peut-être pas dès son premier qui se passe après Assan, qui est autour d'Aix-en-Provence, mais dès effectivement la curée, alors ça porte sur la ville qui existe, sur la ville en train de se faire, hein, c'est-à-dire que la curée, c'est un roman qui s'articule autour des terrains après le Monceau, qui constitue le 17e arrondissement, et qui a donné lieu à une opération immobilière enrichissant notamment certains proches de l'empereur. On est vers 53, 54 avec les travaux d'Haussmann. La ville, c'est le lieu des rencontres, c'est le creuset de forces obscures, mais aussi de forces ouvrières, de forces révolutionnaires. D'ailleurs, le tout début de la fortune des Rougon, se passe à la campagne, mais c'est un défilé d'ouvriers, qui se dirige vers la ville. Donc, la ville, c'est le lieu de la vie en train de se faire. C'est ce fameux bouillonnement dont je vous ai parlé. C'est pas un grand écrivain de la campagne, hein. Alors, si, on a vu la faute de l'abbé Mouret, avec aussi dans La joie de vivre, l'évocation de la mer déchaînée. Mais la ville l'intéresse parce que c'est aussi l'espace où viennent cristalliser les désirs, les aspirations, les angoisses, les fantasmes de tout un monde. Alors, il y a une différence entre la ville vue du côté Rougon-Macquart et la ville vue dans les trois villes et les quatre évangéliques. C'est-à-dire que dans les trois villes, il y a vraiment cette idée de revenir, de trouver le salut. Alors, je vais caricaturer un peu, mais dans les trois villes, c'est Pierre Froment, qui est un prêtre qui cherche la voie spirituelle authentique, donc il va à Lourdes, il est déçu, il va à Rome, il est encore plus déçu, et c'est à Paris qu'il va trouver une sorte de renaissance spirituelle en adoptant, on va dire, une spiritualité laïcisée, débarrassée de tout ce que Zola détestait, c'est-à-dire la superstition, la réaction religieuse, et Zola est quelqu'un qui, sans être anticlérical, a évolué vers un agnosticisme et un athéisme qui exactement, parce que je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, exactement en relation et en congruence étroite avec les valeurs de la Troisième République. C'est-à-dire que Zola aura des funérailles nationales, c'est l'écrivain emblématique de la Troisième République. Vous avez Victor Hugo, qui lui vient de la droite, et Émile Zola qui écrira toute son œuvre, sauf les Contes à Ninon, sous la Troisième République, adoptant exactement les valeurs qui sont celles de la fascination pour la technique, la croyance au progrès, la laïcité, et puis une très très grande méfiance, pour ne pas dire une antipathie croissante à l'égard du clergé. Il faut savoir que le clergé sous la Troisième République était violemment anti-républicain, venait à se ressentir ce qu'on appelle l'ultramontisme, c'est-à-dire que le pouvoir du pape était encore très très important. Donc symboliquement, vous avez une sorte de conversion de Pierre Froment encore une fois, à une laïcité, ou en tout cas à une sécularisation de ses croyances. Et Paris, c'est la ville lumière, c'est la ville progrès. Zola était fasciné par la Tour Eiffel, l'électricité, etc. Donc il y a vraiment cette idée que le salut se fait par l'être humain, régénéré grâce à l'enseignement, grâce à l'éducation, grâce à la culture, permettant ainsi de pouvoir vivre librement, de pouvoir créer, enfanter et accéder à une parfaite autonomie, débarrasser de tout ce qui peut apparaître comme vraiment les entraves au développement et à la liberté de l'être humain, c'est-à-dire la réaction de conservatisme aussi bien social que religieux, c'est-à-dire autant de barrières, autant de limitations qui constituent des chaînes, dont justement la dimension quasi messianique de Zola, telle qu'il l'imagine, hein, c'est-à-dire transformer les cœurs et les esprits par l'accès à la culture, par l'accès à la littérature. Cette perspective-là, pour lui, c'est celle qu'il trace
dans les quatre évangiles, c'est un catéchisme républicain. Les quatre évangiles, absolument rien de métaphysique. Alors, la fécondité, si vous voulez, mais la fécondité vue par Zola, c'est pas exactement la fécondité que prône l'Église. Justice et vérité. Bon, alors, il y a aussi ici, ce sont des valeurs christiques, mais qui sont transférées dans l'idéologie de la Troisième République, c'est-à-dire la raison, le progrès, et donc une métaphysique du progrès qui n'est pas une métaphysique du tout du salut par Dieu et par l'Église. Monsieur Émile Zola. Quelqu'un doit exposer toute l'histoire. En tant qu'officier d'actif, je ne peux rien écrire là-dessus. Vous non, mais moi si. Demandez Laurent, demandez. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Billot d'avoir eu les preuves de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées. J'accuse les experts en écriture d'avoir fait des rapports frauduleux. Zola a joué un rôle important dans l'affaire Dreyfus. Il s'est révélé un homme politiquement engagé. Quel rôle a-t-il joué exactement dans l'affaire Dreyfus? Un rôle crucial, d'ailleurs, il le paiera de sa vie, parce que maintenant on sait que Zola a été assassiné. Encore une fois, je crois que c'est le troisième opus des quatre évangiles qui s'appelle Vérité. Zola a été dreyfusard assez tôt, peut-être pas immédiatement, mais c'est pas exactement Dreyfus qui l'intéresse en tant que tel, c'est pas l'homme Dreyfus qui l'intéresse, c'est-à-dire que c'est vraiment l'injustice qui le hérisse et qui suscite chez lui sa réaction, c'est-à-dire qu'il faut montrer à quel point le procès a été à charge, le procès a été bâclé, et faire en sorte qu'un innocent soit extrait, soit élargi du bagne du diable, ce qui aura eu lieu à la toute fin des années 90, mais il sera définitivement réhabilité, je crois, après la mort de Zola. Donc c'est avant tout un combat pour la vérité au nom de valeurs qu'il estime bafouées, c'est-à-dire la volonté de transparence, la justice, et bien évidemment, il souhaitait que ce fussent les véritables coupables qui paient. Avez-vous quelques livres à nous conseiller pour débuter la lecture de Zola? Alors c'est plus long, mais celui que mes élèves aimaient beaucoup, c'est la bête humaine. La bête humaine, c'est un thriller. C'est intéressant, c'est qu'Émile Zola n'écrit pas toujours le même livre. Alors, vous parliez d'un style. Je ne sais pas si vous avez si bien répondu que ça, mais pas que le style varie d'un ouvrage à l'autre, mais la bête humaine, c'est un mélange de thriller et en même temps de thriller psychologique et en même temps un grand roman de la machine, et les deux s'harmonisent très bien avec aussi une réflexion psychologique. Alors, je suis pas sûr que Zola ait lu Freud, parce que quand il écrit La bête humaine, Freud, on n'a pas vu, je crois, ses écrits traduits en France, mais vous avez quand même, dans La bête humaine, c'est ce qu'on appelle un hypallage, c'est-à-dire que l'humain est bestial et la bête est humaine, en l'occurrence Galison. Vous avez vraiment cette idée de très, très grande porosité entre l'homme et la machine, et le roman fonctionne très bien de ce point de vue-là, il n'a pas pris une ride. Dans La conquête de Plassans, on est plus du côté de Mauriac, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans une sorte d'analyse socio-psychologique, une forme d'emprise. Alors là aussi, c'est quand même c'est très contemporain. Dans La joie de vivre, vous avez plutôt un traité à la Schopenhauer, un traité du désespoir. Alors, la nature joue un rôle essentiel, mais on pense beaucoup au tableau de Munch quand on lit La joie de vivre. Moi, j'ai découvert Zola avec La joie de vivre. En classe de quatrième. Bon, c'est pas peut-être l'ouvrage que je conseillerais d'emblée. C'est pas le plus représentatif du tout de son œuvre, mais il aurait aussi pu être un grand écrivain, alors post-romantique, tourmenté. Il y a vraiment beaucoup il y a un petit peu du Georges Rodenbach là-dedans. Non, je veux dire, il y a plutôt des ouvrages que je déconseillerais. Je déteste le Docteur Pascal, que je trouve vraiment boursouflé, grandiloquent.
personnellement, je suis le seul Zola que je n'ai pas terminé, c'est Nana, qui pourtant a été l'un de ses plus grands succès. Assez caricatural dans sa description des demi-mondaines et des femmes et des courtisanes. Bon, il y a un côté un tout petit peu facile. Bon, c'est peut-être pas le meilleur Zola. Et puis une page d'amour qui est très très ennuyeux, on dirait vraiment du Paul Bourget. Mais sinon, à part ces trois, les autres Rougon-Macquart sont vraiment passionnants. Puisque Zobot.com est un site dédié à la littérature et au cinéma, les Zoboteurs aimeront savoir quelles sont les meilleures adaptations cinématographiques des romans de Zola. Alors, moi, j'ai revu récemment La Bête humaine, qui est alors qui n'est pas un chef-d'œuvre, qui simplifie considérablement l'intrigue. En même temps, c'est très difficile de condenser une intrigue de 500 pages en 1h30. La première demi-heure est vraiment de qualité. Le film peut-être meilleur que le souvenir que je pouvais en avoir, mais je trouve que il simplifie considérablement la chose. Non, moi j'aurais tendance à recommander l'adaptation de Julien Duvivier, Paubouille par Julien Duvivier avec des dialogues de Janson, c'est très très bon. C'est-à-dire qu'on a vraiment la reproduction de. Alors là aussi, c'était un tour de force. Je ne suis pas sûr que d'autres l'aient fait avant lui. C'est-à-dire que Paubouille, c'est la vie d'un immeuble. C'est la vie d'un immeuble. Alors, ce n'est pas la vie de mode d'emploi de Pérec, mais c'est la vie d'un immeuble du 9e arrondissement, c'est-à-dire arrondissement intermédiaire. Et je pense qu'on ne sort pas de l'immeuble. Donc, vous avez à peu près tous les milieux sociaux. Donc l'action se passe vers 1860 à peu près, et on voit comment effectivement s'organisent les parcours, se recomposent les passions. Et les dialogues de Janson sont vraiment extraordinaires, de verve, de truculence, d'ironie, parfois corrosive. Merci beaucoup, Baptiste Auroux, d'avoir répondu à toutes mes questions. Grâce à vous, nous en avons appris beaucoup sur Émile Zola. Je précise pour ma part qu'il se joue en ce moment une excellente pièce au théâtre de la Contrescarpe à Paris sur les liens entre Zola et Léon Daudet et l'affaire Dreyfus, bien sûr, appelée Zola, l'infréquentable. Je vous remercie.